Oui, ok. Bonjour Sarah Piette. Bonjour, Voilà. bonjour Senta. Hum, Vraiment très très contente voilà, de faire cet entretien ensemble. Euh, Mhm. Sarah, on va se tutoyer. Oui. Voilà. Tu es artiste, thérapeute, on te dit aussi chamane. Mhm. Et une des raisons pour lesquelles voilà, on a cet entretien en commun aujourd'hui, c'est parce que tu accompagnes aussi beaucoup d'enfants dans ton travail, des Mhm. enfants et des parents, hein. Et voilà, moi de mon côté, comme beaucoup le savent, j'ai aussi, on va dire, accompagné des enfants là plutôt atypiques. Et donc là, on s'est retrouvés en se disant, c'est peut-être le moment d'aider les parents à trouver des solutions pour pouvoir être autonomes, de retrouver en fait la parentalité euh, qui manque un peu en ce moment. Les enfants changent beaucoup, le monde change, les parents Mhm. changent aussi. Mhm. Et on voit que dans l'éducation, vraiment, on ne trouve plus les solutions. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que je Mhm. pense qu'on a vraiment le même objectif de se Oui. dire, OK, il faut retrouver cette relation et comprendre les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants aujourd'hui? Dans quel monde est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'on peut les aider et les accompagner? Mhm. Donc voilà, je ne sais pas, Sarah, si tu voudrais peut-être nous expliquer un petit peu dans ton travail, Mhm. qu'est-ce que tu considères en fait comme étant essentiel dans cette relation, dans cette parentalité à redécouvrir, je dirais. Oui. Alors, en fait, la première chose, c'est un fait. Nous sommes tous dans une génération que je vais appeler de pont. C'est-à-dire que tout parent que nous sommes entre l'âge, on va dire, de 28 ans, aujourd'hui peut-être, ou 25, et 45 ans, je vais prendre aller plus ou moins cette tranche d'âge-là, nous sommes une génération qui vit un changement sociétal très important. Donc déjà, le miroir qu'on a reçu, l'influence parentale reçue n'est pas en général ce que nous souhaitons transmettre, parfois oui, mais la plupart du temps pas. Donc ça, c'est un premier point, c'est que nous sommes face à une découverte, une redécouverte. Alors certains vont s'inspirer d'autres cultures, d'autres vont rechercher. Et ma question a été, mais comment faire en fait pour ne pas être dans un concept, mais être vraiment dans le continuum humain. Ce que j'appelle le continuum humain, c'est que un petit chat, il va, la femelle, la chatte, elle va vraiment éduquer son petit, l'élever de la même manière depuis des millénaires. Nous, les humains, nous évoluons. Nous ne sommes pas, bien sûr, uniquement comparables, même si nous sommes des mammifères, donc nous avons des points communs avec d'autres mammifères. Nous avons nos particularités. Mais qu'est-ce que le continuum humain? Ça, c'est la première question que je me suis posée, c'est-à-dire cet instinct maternel et paternel dans le fait de s'élever avec nos enfants. Je continue la Senta, dis-moi, hein, ouais, j'y vais. Ok. Très Donc en fait, volontiers. Oui, je pense justement que cet instinct maternel, mhm, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai un grand scientifique voilà, qui discutait de beaucoup de choses et puis il m'a dit, mais en fait, si les humains sont toujours là, c'est quand même mhm. bien grâce à l'instinct maternel. Ah, c'est bien vu. Il voulait Et oui, introduire sa conférence en parlant de l'instinct maternel alors que tout le monde attendait qu'on parle de la science. Et moi, je dis, mais non, mais c'est pas ça qu'on leur dit. Mais il me dit, mais si. alors, en fait, si je reviens à ce point-là, c'est parce que beaucoup de mères vont venir me voir en me disant, j'ai peur de ne pas bien élever mon enfant, j'ai peur de ne pas savoir l'éduquer, comment vivre avec notre enfant dans cette société, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, selon l'âge de l'enfant, notre approche de la relation va être différente. Donc, si je regarde vraiment d'un point de vue des médecines anciennes et de ma vue, simplement de mon expérience de mère, mais aussi d'observatrice du monde,
dans la vie intra-utérine, l'enfant est en fusion avec sa mère. Donc, si je regarde l'âme de ce petit, cette âme, à la fois est différenciée de sa mère, puisque elle n'est pas sa mère, ce sont bien deux âmes différentes, mais cependant, on pourrait dire qu'il y a comme un parapluie de lumière qui est commun, un réceptacle qui est celui de la mère. Donc ça, c'est un point très très important. Ça signifie bien, enseignement, on dira que il y a une attraction très forte à choisir cette maman-là. Alors ça, on pourra en parler durant des ateliers, parce que parfois, on se dit non, c'est pas possible, j'ai pas pu avoir envie de cette maman-là. C'est pas une question d'envie, euh, c'est une question d'être totalement attiré, aimanté à un principe d'apprentissage que serait notre vie sur Terre, hein. Donc, c'est important de voir donc que l'enfant va capter, donc vivre au travers de sa mère dans la vie intra-utérine. Une fois qu'il va naître, premier souffle, différenciation, première autonomie. Il va commencer ce qu'on appelle anciennement à avoir une énergie acquise, acquise par le lait maternel ou un autre lait, acquise par le souffle, acquise par le regard, etc. Donc ce n'est plus une énergie uniquement innée, c'est une énergie qui est en plus de son arrivée, donc le fait d'être né. Donc durant la vie intra-utérine, l'enfant va vivre le même système nerveux que sa mère. Donc, nous allons comprendre qu'est-ce que le système nerveux, comment on va pouvoir le soigner à travers des ateliers. Mais ce que je peux vous raconter déjà, c'est que si moi je me suis contractée très fortement émotionnellement, ça s'est contracté dans mon corps, par exemple une peur terrible, eh bien le petit dans mon ventre a fait ce même mouvement. Et donc on va y retourner à travers des hypnoses profondes, le voyage chamanique, des touchés profonds. Certaines thérapies du toucher, comme la fasciathérapie, va également aller dans cet espace. Donc à ce moment-là, on ne parle pas de j'ai eu peur avec ma maman. C'est mon corps et mes organes se sont contractés de par l'émotion de peur. Donc ça, c'est vraiment la vie intra-utérine. Et donc, à la suite de ça, nous allons en grandissant, une fois que nous naissons, nous allons continuer à avoir Je ces peux t'interrompre comportements. parce que je Oui. pense qu'il y a Mhm. tu rejoins un peu beaucoup Enfin, voilà, on voit qu'on se rejoint, par exemple, la psychanalyse, les psychothérapies, ou en tout cas, c'est une certaine partie, Mhm. et puis le monde de la tradition, des médecines anciennes. Un certain, et puis bon, voilà, d'autres, voilà, des ostéopathies, enfin, il y a beaucoup de choses là autour. Oui. Mhm. Une question, je trouve, moi, qui est importante, ou en tout cas, j'aimerais bien que tu m'éclaires là-dessus. Malheureusement, parfois, euh, quand les gens sont au courant ou découvrent, on va dire, par exemple, un traumatisme dans la naissance ou autour de la grossesse ou peu après, parfois, il y a une sorte de cristallisation autour de ça en se disant, bah, si tu sais, un peu comme voilà, c'est le drame, Mhm. le traumatisme premier, et puis quelque part, on n'en sort pas. Je veux dire, Mhm. tout le restant de la Mhm. vie, de tous les malheurs de l'existence, Ok. il y a des gens, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est un peu ma question. Est-ce Mhm. qu'on peut les dépasser, ces Mhm. traumas, ou est-ce qu'on reste un peu toujours parfois Ok. à tourner en boucle autour de Oui. l'événement, si tu veux, Oui, premier? très bonne question. Alors, selon les médecines anciennes, ce qui arrive très tôt dans la vie intra-utérine, correspondra à notre ciel antérieur. Ce que ça signifie, certains vont parler de karma, de mémoire héritée, d'héritages familiaux, etc. Donc, ça signifie en fait que ce n'est pas par hasard que ça arrive à ce moment-là de la vie. Ça arrive à ce moment-là de la vie parce que c'est une énergie, un comportement, une influence qui est très puissante. Elle est puissante, mais elle n'est pas négative. Je peux donner l'exemple d'une maman qui pleure terriblement à la fin de sa grossesse, par exemple, de par un traumatisme vécu, et elle pourrait se dire, ben, mon bébé va porter ça toute sa vie, et elle va même parfois créer ce stress dans l'enfant, or que, en fait, l'enfant, est-ce qu'il avait besoin de passer par là? Quand je mets le mot besoin, c'est est-ce que ça fait partie de son principe vital que de passer par là? Apparemment, d'après les médecines anciennes et mon avis, oui. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il a besoin d'avoir mal, mais que le fait d'avoir contracté son corps, par exemple, va lui permettre de revisiter un espace de la conscience à un moment. Et cet espace sera nécessaire. Donc, il n'y a pas
négativation, ce n'est pas négatif de vivre un traumatisme durant la vie intra-utérine. On va prendre une analogie pour que ce soit plus clair. Si un arbre, au tout début de son existence, vit un gel très très fort, en réalité, cet arbre va se renforcer. Il sera plus fort qu'un autre. Alors, oui, certains arbres ne vont pas survivre, ce qui peut arriver, une fausse couche par exemple. Mais il faut savoir que euh, la cicatrice est un endroit qu'on ne sait pas recouper. Donc, on s'est renforcé dans les endroits vécus profonds. Donc, notre société, en fait, là, en fait, Senta, tu m'as amené dans un des points de l'éducation, en tout cas de s'élever avec notre enfant, qui est vraiment important. C'est que nous voyons l'ombre tout le temps. En Oui, réalité, si nous regardons ce qui s'est passé comme étant une expérience et pas un mal ou un bien, nous nous rendons compte que c'est comme la nature, comme va pousser une forêt. C'est vraiment un appel. Donc l'énergie vitale de l'enfant va avoir un défi, va surmonter ce défi et l'enfant sera plus fort. Et si nous c'est regardons la vie dans ce sens, nous devenons leaders très tôt. Nous sommes déjà le leader pour notre enfant dans la vie durant la grossesse. J'ai l'expérience, par exemple, ma grand-mère est décédée quand j'attendais mon deuxième fils. Je n'ai pas estimé que c'était une problématique. J'ai vu ça comme étant un processus de vie dont il avait même peut-être la chance de vivre ça. Qui suis-je pour savoir ce qui est bon, en fait, pour mon enfant là, à ce moment-là? Mon travail, à moi, est d'être neutre, de me neutraliser, c'est-à-dire de voir cela comme une expérience et de savoir communiquer, bien sûr, avec mon bébé à ce moment-là. Merci beaucoup. Je pense que c'est Mm. vraiment un point essentiel et voilà, tu en as soulevé beaucoup d'autres, mais un autre que j'aimerais bien que tu abordes, c'est justement comment on peut se rapproprier, on va dire, et là on est un peu toutes les deux d'accord, il faut redevenir vraiment un souverain, il faut reprendre cette souveraineté parentale, on va dire, et se réapproprier sa vie, l'enfant aussi, donc être pour ça l'exemple en tant que parent de ce que l'enfant va vivre. Et quelle est l'importance le rôle de la nature, de cette reconnexion à la nature pour y parvenir? Tu viens Oui, oui. d'évoquer juste avant ça. En réalité, donc, la plupart des personnes de notre société, nous sommes coupés. Nous avons un clivage avec notre nature première instinctive. Qu'est-ce que cette part instinctive, donc cette part plus reptilienne d'ailleurs de notre cerveau, hein, cette part instinctive a besoin d'être euh, 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 de nouveau vivante, j'ai envie de dire, elle est dormante pour la plupart d'entre nous. Donc nous n'avons plus l'instinct de nos choix, hein. Beaucoup de gens viendront me voir pour poser des choix, la peur étant plus dominante que la volonté de vivre. Donc la peur est en opposition en fait à l'énergie vitale innée. Cette énergie vitale que l'on va retrouver, par exemple, moi je l'ai beaucoup rencontrée chez des personnes qui ont dû se battre énormément que pour réussir et qui ont décidé de réussir. Donc cette énergie vitale, c'est aussi, donc on l'appelle anciennement en médecine chinoise, c'est le Jing. C'est vraiment l'énergie qui propulse l'immunité, donc nous restructurer, nous auto-guérir, etc. C'est aussi l'énergie de la volonté première. Et d'ailleurs, cette volonté, c'est l'énergie des reins dans lequel il y a le Jing. Donc là, je suis un peu dans la médecine, mais c'est juste pour vous Oui. montrer que pour retrouver le contact avec cette énergie vitale, nous avons besoin de retourner dans cet espace de notre conscience qui est vraiment l'instinct. Et l'instinct, on va le retrouver, ben, ma méthode, parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais si vous allez, bien sûr, un mois en forêt, je pense que vous allez retrouver votre instinct de parent, comme votre instinct d'humain, tout simplement, puisque avant d'être parents, nous sommes humains. Le voyage chamanique nous ramène à cet instinct. Et c'est pour ça que je le choisis. En réalité, c'est parce que ça fait qu'on ne va pas un mois dans la forêt, même si un mois dans la forêt donnerait ça. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le retour vers cet instinct va se passer, il est au bord de l'inconscient, hein. Cet instinct, il est entre conscience et inconscience, il est dans nos rêves également. Et donc, retrouver ce contact avec notre corps en réalité, parce que si on va dans la forêt, par exemple, dans cet exemple un peu plus extrême, ou que l'on pratique la transe chamanique, nous allons avoir un contact corporel très très fort. Nous allons nous rendre compte qu'une émotion est une contraction physique ou un apaisement physique. Tout va devenir physique. Et notre enfant, comment est-il? Il est totalement vivant. Il ne vit que
par son physique. Donc, l'enfant, lui, il va avoir une chaleur dans le ventre et la sentir. Il n'en est pas conscient, mais pour lui, la colère, c'est rouge, c'est chaud. Vous comprenez? Et nous, on a oublié tout ça. Et nous sommes en général dans des concepts de répression pour la plupart du temps, qui est non, reste dans cette place. Or qu'en fait, l'enfant ne peut pas communiquer avec cette part rationnelle de notre personne quand il est petit, il ne peut communiquer qu'avec notre part corporelle consciente. Est-ce que c'est clair ce que je raconte là, Senta? Oui, oui, Dis-moi bah, un peu. pour moi, Oui, ok, parce que voilà. parfois je me dis, je suis C'est vrai, dans c'est vrai que c'est clair. Je pense que oui, il est important pour les oui. parents à la fois de se réapproprier voilà, ce contact avec la nature, parce que s'ils veulent être à l'écoute de l'enfant, ils Mhm. doivent d'abord apprendre à être à l'écoute Être à d'eux-mêmes. l'écoute avec eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment important, ce Mhm. premier Mhm. travail. Comme tu disais, bah, doit se faire d'abord Oui, avec le parent. Quand tu as un enfant qui a un problème, c'est souvent lié aux parents sans vouloir. Et alors là, on voudrait vraiment pas tomber dans le truc de dire, ah bon, l'enfant après, c'est la faute de la mère et on colle tout de suite. On oui, est tellement dans des étiquettes et des culpabilisations que ça devient difficile de reparler, de oui, remettre ce lien comme dans la place centrale qu'il occupe quand même. Et tout puis à fait. voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai parlé aussi de tout ce qui était alimentation, comportement, Mhm. etc. Parce que c'est Tout à vrai qu'il y a fait. le lien à la mère, mais il y a tout ce C'est qui un est point autour. très Et on fait important. tout de suite des étiquettes, ouais. Donc, Oui, en fait, le point qui est très important, c'est que l'enfant, dans les premiers mois de la vie, va capter aussi sa société. Donc, voilà, s'il grandit en Chine ou s'il grandit en Belgique, ça va être très différent pour lui. Il ne capte pas du tout que ses parents. Ça, c'est une chose. Quand notre enfant, alors je pense que ça, c'est une question que je me suis posée également, s'il y a un déséquilibre vécu dans l'enfant, par exemple, l'enfant est tout petit et très agité, la première chose à regarder, c'est comment il mange, comment il assimile en réalité, puisque c'est son corps qui est en premier, hein, qui est là en premier, et donc qui est sa priorité à cet âge-là. Au plus il va grandir, au plus ce qu'il pense et ce qu'il voit va avoir d'importance. Mais dans les premiers, là, on est vraiment dans le tout petit âge, son corps est extrêmement important, et donc, de toute façon, toute notre vie, notre manière de manger va influer notre système émotionnel, mais ne l'oublions pas, chez l'enfant, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Et donc, la maman, en fait, n'a pas un rôle de sauveuse pour son enfant. C'est un peu ça l'histoire qu'on veut éviter. Elle a un rôle de... Et le père, bien évidemment, hein, l'aspect maternel du père et de la mère, c'est un rôle de protection, c'est un rôle de miroir dans la petite enfance. Donc, si je suis, par exemple, tendue pendant que j'allaite mon bébé et que mon coude est tendu, l'enfant va recevoir toute cette information dans son cou. Vous voyez, donc ça, c'est notre rôle de parent, c'est cette détente. Vous devriez retenir une chose de, mais alors comment je fais? Comment je fais? Qu'est-ce que je vais faire là suite à ce qu'elle me raconte? Me détendre. Me détendre et regarder des sans le mots. jugement du bien ou du mal. Donc, si une expérience arrive, que j'ai peur ou que je suis en colère, en fait, il y a une contraction. Suite à une contraction, qu'est-ce qu'on fait? On se détend. L'enfant, ce dont il a besoin, ce n'est pas qu'on se concentre sur la problématique, mais sur la détente suite à la problématique. Parce que la vie entière sera faite de contractions, de détente. Donc, il a besoin d'apprendre très tôt que quand il y a une contraction, juste après, on se détend. Donc ça, c'est la première chose qui fera de nous des parents plus conscients de ce qui se passe. Rendez-vous compte de quand vous vous tendez, de quand vous vous relâchez avec votre enfant. Le sourire étant bien sûr l'expression de l'harmonie du relâchement. Mhm. J'ai une question maintenant, Sarah. Parlons, on va dire, un peu des enfants, parce que l'horreur, c'est que maintenant, aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment une espèce de clivage profond entre tout ce Mhm. dont, voilà, il y a cette espèce de checklist, et à tel âge, il doit faire ceci, ceci, cela. Pour un peu qui Ouais. se comporte un peu comme ceci, comme cela, on lui Mhm. colle une étiquette, voilà, Mhm. hyperactif, trouble du développement, Mhm. autisme, Mhm. etc. Bon, Mhm. enfin, et plein d'autres étiquettes. Et on n'arrête pas de dire aux parents, oh, bah, de toute façon, vous n'êtes pas capable. En général, c'est le premier message. Laissez ça aux experts, laissez aux professionnels. Est-ce Mhm. qu'on voit des différences avec les enfants aujourd'hui? Comment tu vois les enfants dits atypiques? Quel regard tu peux porter là-dessus?
Mmh. et comment est-ce qu'on peut rassurer aussi les parents par rapport à tout ça? Oui. Alors, la 1re chose que je vais relever, d'abord la prévention. La première chose, je vais parler de prévention aussi pour les mamans qui veulent des bébés. Ça, c'est important, d'avoir, un corps en bonne santé pendant la vie intra-utérine, et de se donner, vraiment l'espace de notre grossesse. Exactement, et la même chose pour les papas, qu'ils puissent vivre, l'espace de la grossesse et qu'ils soient en bonne santé, bien sûr, avant la procréation. Parce que ce facteur-là est un des facteurs, bien sûr, à ne pas négliger, dans l'évolution. Alors, on a un enfant maintenant, il n'y a pas que la prévention, il y a, voilà, nous avons un enfant, on le voit hyperactif. De nouveau, je vais vous conseiller, en premier lieu, de consulter et d'observer ce qui se passe physiquement avec des prises de sang extrêmement complètes, et cetera, pour observer comment va votre enfant, au niveau de son corps. Parce que, les métaux lourds, et cetera, vont avoir une influence vraiment, à ne pas négliger, absolument pas. C'est un des symptômes, importants, de cette problématique. Je ne vais pas mettre de cette problématique, mais de cette différence. Ça, c'est une chose. Alors, on ne peut pas, mettre tous les enfants atypiques, enfin, ça, on le sait déjà, mais dans un même, dans une même case. C'est important de voir que beaucoup d'enfants, hyperactifs, on l'a constaté aussi, ont trop d'écran, n'ont pas assez de vie à l'extérieur, n'ont pas un art de vivre qui leur correspond. Ça, c'est une 2e chose, et n'hésite pas, Senta, si tu as d'autres Je retours à donner, Oui, parce que je oui, vais t'interrompre 30 secondes. Bon, enfin, moi, avec l'expérience que j'ai, clairement, donc d'avoir accompagné voilà, mon propre fils, on va dire, par rapport à l'autisme et qui en est sorti, et puis d'autres enfants, c'est clair que pour moi, le comportement, est vraiment très, très lié à l'alimentation, et on peut énormément influencer là-dessus. Moi, exactement. une chose je veux dire, là où je voudrais bien avoir, on va dire, ton éclairage spécifique, c'est qu'il y a quand même aussi, et l'âge, on le voit à tous les âges, mais petits, mais plus grands aussi, on a quand même parfois l'impression que certains de ces enfants ont des communications avec d'autres mondes, des facultés. Oui, Parfois, ils ont certaines facultés qui sont inhibées. oui. On va avoir des Mmh. enfants non verbales, et Mmh. puis on se rend compte que, ils ont, voilà, il y a d'autres choses, on va dire, on ne peut pas parler de paranormal, mais Oui, mais oui. donc, et comment, est-ce que les parents peuvent comprendre? Oui, parfois, moi, j'ai connu des enfants qui, en fait, on disait, on va dire, sur lesquels on mettait un diagnostic, Mmh. pas nécessairement autisme, mais Mmh. voilà, on Mmh. cherchait Mmh. des diagnostics, on va dire, Mmh. alors qu'en réalité, c'était des enfants qui étaient un peu, Mmh. chamans. On sentait, si on était Oui, oui, justement, j'entends bien ce que tu si veux on dire. avait une sorte d'ouverture. Alors comment est-ce qu'on peut Oui. éventuellement, Alors la 1re chose, c'est comment va-t-on différencier? Ça, c'est très important. Il est tout à fait normal pour un enfant de voir et de sentir. Dans les anciennes médecines, jusqu'à 7-8 ans, alors je vais vous expliquer pourquoi 7-8 ans, on ne va absolument pas s'inquiéter de ce processus, parce que l'enfant voit. Il voit au-delà, il voit, avec la même sensibilité, que, bien sûr, tous les petits mammifères, tous les mêmes grands mammifères. Pourquoi? Parce qu'il est un capteur. Nous devrions rester capteurs. D'ailleurs, selon les cultures, l'adulte verra davantage que selon une autre culture. Dans la nôtre, en fait, on a totalement coupé durant longtemps, ça renaît, la conscience qu'il n'y a pas que ce que l'on voit qui existe, d'une certaine manière, c'est ça, la question, et que, vouloir empêcher l'enfant, ça, c'est l'erreur, bien sûr. C'est-à-dire que je vais, quand un enfant vient me voir, un parent vient me voir avec cette question, la première chose que je vais faire, c'est le non-jugement et l'ouverture. Observer ce qui se passe, parce que il peut arriver aussi qu'un enfant, pour être vu par son parent, puisse, créer aussi son propre univers. Donc, de toute façon, nous créons notre ouais, univers. donne-nous des exemples. Voilà, voilà, ça m'intéresse Et là. donc ça, c'est un point. 2e point, j'ai eu des petits médiums, il y en a plein, hein, puisque c'est naturel chez l'enfant jusqu'à 7 ans. Il a un corps, donc ce qu'on appelle anciennement le corps éthérique, ou dans les médecines énergétiques, il est hyper actif, ce corps-là, durant la petite enfance, et le corps physique n'est pas encore très incarné. Et donc c'est ce qui fait que l'enfant a beaucoup plus de rêves, beaucoup plus de visions, et il voit
à travers plusieurs champs de conscience. Donc, quand je dis ça, c'est qu'il va avoir conscience comme s'il y avait plusieurs mondes, ce que le chaman lui-même va continuer à percevoir dans sa vie. Donc, cet enfant-là, il a surtout besoin de ma part d'être écouté, de comprendre, donc ce que maman peut faire aussi ou papa, hein. Écouter, comprendre. Ce que je vais y ajouter, c'est de l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage ici? C'est d'amener du concret dans le corps de cet enfant. Donc, si par exemple cet enfant est vulnérable et facilement malade en même temps, ce qui est c'est souvent le cas, on va le renforcer par donc renforcer le corps physique plutôt par des activités où son corps est sollicité, de l'escalade, de la danse, etc., pour qu'il continue cette voie d'enracinement dans son corps, que son corps éthérique, donc cette part plus subtile, puisse vraiment s'intégrer, que sa sensibilité ne soit pas rompue. Parce que le souci, c'est que quand le parent juge l'expérience de l'enfant, sans connaître vraiment la cause, que ce soit un monde inventé ou réellement un monde vu, l'enfant s'en coupe. Et une fois qu'il en est coupé, c'est son système émotionnel qui va commencer à ne plus correspondre exactement à son système nerveux. Donc là, on commence à avoir des clivages. Donc, mon premier conseil, c'est je t'écoute, je t'entends, j'ai confiance en ce que tu me dis, je ne sais pas, on va aller voir telle personne, ou on peut en discuter avec telle autre maman qui a eu cette expérience, ou etc. Donc c'est une question d'ouverture. Et la deuxième chose, c'est qu'en général, quand il y a ce corps éthérique, donc plus subtil, qui est très activé, en général, l'enfant est un peu plus sensible aussi au niveau des maladies. Donc la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, les voies chamaniques viennent aider vraiment de par leur thérapie à amener plus de corporalité à l'enfant. Et si, en tant que parent, école, nous sommes plus corporels, l'enfant devient plus corporel automatiquement. Donc de nouveau, un message, par exemple premier, massons nos enfants. Des petits massages qu'on va retrouver, très simples, qui balayent de la tête aux pieds par des caresses et des petites, voilà, des tout petits massages tous les soirs en conscience, du plaisir vraiment d'être en contact. C'est pour ça que dans les ateliers pour enfants, je demande aux parents d'apprendre à masser leurs enfants. Donc on pratique cela. C'est vraiment pour ramener le corps. Quand le corps est là, en fait, tout s'emboîte. Ça, il faut le savoir. Donc, si l'enfant est amené à continuer à voir parce que c'est sa vocation, sa vie, il continuera. Sinon, ben, ça va s'étioler naturellement et ça va rester un monde intérieur, son monde peut-être plus tard, de méditant, de, de solitaire dans la forêt, de, de, d'écrivain à ses heures, etc. Dis-moi, bah justement, alors, dis-moi comment, pratiquement, comment tu pourrais aider? Voilà, il y a des ateliers ou ce que tu fais. Oui, oui, Est-ce oui, que, oui. voilà, comment, un parent qui se dit, ah bah tiens, ça m'intéresse, je sens que je suis un peu déconnectée de mon environnement avec mes ordinateurs, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, dans le concret? Oui, alors en fait, cela va, il y a bientôt les ateliers parents-enfants, donc qui s'appellent «Je m'élève avec mon enfant», s'élever avec son enfant. Là, c'est vraiment l'objectif de comprendre ce continuum. Donc ça, c'est un point. Le deuxième, bien, c'est le ressourcement de soi. Je veux retrouver mon instinct corporel. Donc là, c'est dans les stages, vous retrouvez ça. Si bien sûr, il y a eu un traumatisme que vous estimez devoir soigner, eh bien c'est l'individuel que je vais vous proposer. Et changer notre quotidien, ce sont les ateliers hebdomadaires. Changer notre quotidien, donc par exemple, certaines personnes vont me dire, je vais venir en stage chamanique parce que j'ai vraiment besoin de comprendre cet instinct d'humain en moi et en même temps, j'ai besoin de l'ancrer dans la vie. Donc, je vais une fois par semaine, le lundi, je viens, je m'installe et j'ai des exercices corporels que j'apprends. Donc ça, c'est vraiment corporel, émotionnel, etc. Ce sont vraiment des ateliers d'enseignement au quotidien. Donc là, certains viennent me voir aussi. Tiens, il s'est passé ça à la maison, Sarah. Est-ce que tu aurais un retour à nous donner là-dessus? Donc ça, c'est vraiment ce qui est hebdo. Donc on a plusieurs séquences au travers de mon univers tertiel. Mais c'est sûr que le prochain, c'est vraiment s'élever avec son enfant, qui m'a l'air d'être le miroir de ce qu'on se partage là. Donc le continuum humain, si je devais le continuer, hein, Senta, c'est que le bas âge est vraiment très corporel. Quand l'enfant va commencer à marcher, la mère, en tout cas, moi, en tant que mère, j'ai vu, tiens, il prend plus de liberté. Cette liberté-là, je vais l'accompagner.
C'est vrai que personnellement, j'ai pu éviter, qu'il y ait un parc, que mes enfants aient un parc. Ce n'est pas indispensable de devoir éviter ça, mais ça a permis à l'enfant d'être autonome très tôt, d'avoir de l'eau à sa hauteur. Vous voyez, c'est tout simple, hein, d'avoir de quoi se servir avec des et que si l'eau tombe, ce ne soit pas un problème. Qu'il puisse même, de manière un peu gauche, nettoyer lui-même, donc développer l'autonomie de l'enfant. Donc ça, c'est ce qui va se passer, qu'on voit dans les ateliers, jusqu'à 6 ans, Oui, 7 ans. 7 c'est un ans, point fondamental parce qu'on est vraiment dans une société maintenant où on met tout le temps, soi-disant, l'accent sur la sécurité, la sécurité, la mmh sécurité, la mh. sécurité. Et c'est comme ça que les gens n'arrivent plus Mmh. à trouver cette force Tout intérieure à fait. voilà, de se dire, bah, Tout si à on fait. veut être souverain, c'est pas d'attendre que quelqu'un vous dise, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est de trouver en soi la force Mmh. pour être responsable de sa vie et de Oui, prendre des risques, oui. forcément, de prendre des risques et de gérer ses risques, mais d'être responsable dans la prise de risque. Et ça, Oui. c'est vraiment Mmh. quelque chose Mmh. qui, je pense, a Il été faut un peu savoir perdu c'est ça. dans l'âge. La Voilà, confiance faut retrouver. débute dans le petit âge. Donc quand un enfant, peut décider de par lui-même de monter sur le fauteuil, il développe, il teste. Donc en fait, le rôle du parent n'est pas, de toujours autoriser. Ce serait une erreur également puisque parfois l'enfant ne sait pas évaluer. En tout cas, on peut imaginer que, hein. En réalité, ce qu'on a constaté, c'est que l'enfant a une énorme capacité d'évaluation du danger. Donc comme il a cette évaluation, moi personnellement, quand j'avais peur, je disais: «Je suis là et j'ai confiance que tu es attentif à tes mains et à tes pieds». Et donc j'étais là au cas où, parce qu'il y avait une peur de mère quelque part en moi, mais je nommais à mon enfant que j'avais confiance que lui, il n'avait pas ma peur, qu'il Mhm. avait vraiment la conscience d'où il allait mettre ses mains et je le voyais avec une attention redoublée, une fierté. Donc là, je parle de l'âge où on commence à vouloir grimper un peu partout. Et ça a développé une attention parce qu'il était vu, qu'il avait mon accord et qu'il acceptait ma présence protectrice. Donc c'est important de voir que c'est pas attention, tu vas tomber, ça c'est vraiment le truc à pas raconter. Oui, oui, C'est c'est vraiment ça. j'ai confiance que Le tu mesures langage est le essentiel. départ. Ouais, Tu ouais. mesures, Ça, tu c'est vraiment sais. quelque chose à réapprendre. Enfin, moi, en tant que journaliste, je fais attention quand je rédige un article, par exemple, si je dénonce des dangers ou des choses qui ne sont pas bien, bah, à ne pas ancrer et rajouter une couche de peur, quoi, parce que ça, Et en c'est fait, si nous partageons ça aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que l'enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, c'est l'adulte. Et que ces toutes petites choses à changer, qui est un retour d'autonomie à la maison, avec, une petite fontaine à eau par exemple, ou des petites choses, ils avaient des assiettes en plastique avec, ils avaient, des petits couverts qui permettaient de se servir eux-mêmes. Donc tout ce qui est à leur hauteur va leur donner cette confiance, cette autonomie, cette détermination. Cette force de détermination que l'on perd beaucoup trop dans notre société se construit facilement tôt. Alors je le rappelle, quand ça n'est pas arrivé, vous vous êtes réveillé d'un coup et vous vous êtes dit: «Ah zut, j'ai élevé mes enfants dans la peur, qu'est-ce que j'ai fait?» Tout est récupérable, hein. Tout est Ouais. l'enfance est impressionnant, le cerveau est plastique, hein, le cerveau se transforme, donc on sait que nos neurones, si une zone de la peur a été hyper allumée longtemps, on peut tout à fait transformer ça. Nous en sommes la preuve, notre génération en est la preuve, puisque nous avons muté d'une manière considérable par rapport aux années 80-90 dans lesquelles on a grandi. Donc, c'est vraiment essentiel de voir que ici, nous sommes dans un discours idéal de vous êtes parents et c'est le moment d'apprendre, de le faire, de retourner dans votre instinct, mais il est tout à fait récupérable. Quand je vois ces petits bouts en stage d'été en forêt avec leurs parents qui sont en train de nouveau de se réapprivoiser, de voir leurs parents leur faire confiance, mais en un week-end, on a un résultat incroyable sur la transformation de la relation. Ouais. Donc, c'est important de voir que 2 jours sont, mais une transformation très profonde parce que l'enfant mute extrêmement vite et oublie très, très vite un comportement passé du parent une fois que le parent est passé à un nouveau comportement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est extraordinaire d'accompagner nos enfants très tôt à se connaître, hein, et Bah, à être humains, en fait. il y a encore une dernière chose qu'on a un petit peu évoquée au début, Oui. mais je me dis ce serait chouette de revenir dessus. Il Mmh. y a toute cette place de l'animal. Et en fait, dans la relation, enfin, c'est la médiation, l'animal, la découverte de l'humain, des différents humains.
Mhm. Parce que moi, par exemple, l'idée de l'animal totem, c'est tellement important pour apprendre à se dire, mais nous, on n'est pas tout. Oui, alors, il y a une chose il y a des choses qui sont communes à toute l'humanité, ce processus de vie, d'évolution, ce continuum humain, comme tu dis, etc. C'est le même pour tout le monde, mais après, Mhm. on est tous différents. Et donc, voilà, il y en a qui sont peut-être plus comme des aigles et d'autres qui sont peut-être Mhm. plus comme des Mhm. chevaux Mhm. Mhm. voilà, ou des panthères. Et c'est Oui, un instrument tellement merveilleux tout à de fait. pouvoir englober le... Vas-y, explique. Alors oui, en fait, qu'est-ce Moi, je trouve que ça d'abord je vais définir, pardon, oui, je vais définir brièvement appel qu'est-ce à que l'animal l'instinct de totem l'homme. pour Ouais. l'enfant ou pour l'adulte. Donc anciennement, en fait, donc l'animal totem correspond, c'est ce qu'on appelle l'esprit totem en nous. L'esprit totem, c'est l'esprit qui nous permet d'être droit. Donc ça, c'est une première chose. Donc droit, c'est-à-dire dans notre droiture, nos valeurs. Donc quand on est anciennement dans la tradition, le passage à l'âge adulte, c'est vraiment l'incorporation de cet animal totalement. Donc, quand on dit animal, c'est cette part instinctive. Donc, durant ce parcours de retour vers notre instinct humain, dans le chamanisme, nous avons donc la rencontre de l'esprit totem. L'esprit totem est donc vu dans le rêve chamanique, dans la tranche chamanique comme étant un animal, une intelligence qui vient nous parler, qui est en fait une part de notre grande conscience aussi personnelle. Il est notre force vitale, notre force de détermination, notre caractère fondamental. Il est un peu notre âme de terre, si vous voulez. Donc vraiment ce qui va nous rendre concret et humain dans la vie de l'action. Et donc, en tant qu'adulte, le rencontrer, bah, c'est justement retourner à ce père et cette mère instinctive dans ce cas-ci, hein, dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui. Pour l'enfant, qui a été fascinant pour moi, d'abord, c'est de voir à quel point c'est facile pour eux d'aller le rencontrer. Mais alors, une fois qu'ils le rencontrent, je me souviens d'une petite fille qui elle avait des soucis alimentaires. Et elle avait fait le stage pour découvrir son animal totem, qui était un raton laveur. Et donc, son petit raton laveur, en fait, pendant la séance individuelle où nous avons discuté je ne parlais jamais de nourriture. Je lui ai demandé comment allait son raton laveur. Et elle a commencé à me raconter exactement sa constellation familiale, mais avant ses parents, donc ses grands-parents qu'elle ne connaissait ne connaissent pas vraiment la constellation. Donc son inconscient avait vraiment capté la famille et elle a commencé à me raconter. Et puis elle m'a dit, tu sais, il fait beaucoup de réserves, le papa raton laveur. En fait, elle était en train de raconter les peurs qui faisaient qu'elle avait des compulsions alimentaires à travers son animal totem. Et elle voyageait, elle voyageait, elle voyageait. Et ça a abouti vraiment à une amélioration plus que considérable puisque son alimentation est redevenue, donc ses pulsions alimentaires ont disparu. Donc je vous donne cet exemple qu'on pourrait croire uniquement de l'imagerie, mais pas. Parce que la différence, c'est que ça s'est intégré jusqu'au niveau de ses comportements les plus profonds et de sa manière d'avoir faim et besoin de tel ou tel aliment. Dans son cas, c'était trop de sucre et ça a disparu. Donc, on a pu faire une globalité entre un monde émotionnel, un monde hérité, hein, de familial, un monde comportemental alimentaire et bien sûr, du coup, une condition physique qui a changé. Donc, c'est important de voir que l'animal totem, pour l'enfant, est vraiment un allié profond de son monde du rêve, hein, comme pour nous adultes, sauf que nous prenons parfois un peu plus de temps à nous en rendre compte. Donc cet animal totem, cet esprit totem, est réellement une part de notre grande conscience personnelle. Et ça, c'est important. Un jour, on s'en rend compte qu'il n'y a plus de dualité avec cette part. C'est vraiment à ce moment-là où la personne sent qu'elle est dans son caractère naturel, dans sa volonté naturelle. Euh, elle n'a pas été influencée par des comportements de volonté extérieure que pour être elle-même. Et en même temps, voilà, ce qui est génial, je trouve, dans ton exemple, c'est qu'on est dans la partie médiatrice Mhm. de l'être. Et donc, on n'est pas directement à ta maman, ton papa, la génération. Voilà. L'enfant ne peut pas entendre ça. On travaille avec l'animal. Et donc, on est beaucoup plus, et c'est ça qui permet toute cette spontanéité, en fait. Oui, et là tu relèves un point important, c'est que l'enfant ne va pas se soigner par le rationnel de l'explication. Il a besoin de vivre Ouais. corporellement. Donc pendant ce temps-là, je lui demande, et quand ton raton laveur fait ceci, fait cela, et que c'est comment dans ton corps? Ah, c'est tout serré dans mon ventre, ah, c'est tout détendu. Et donc en fait, l'enfant se libère sans
douleur, sans avoir besoin de connaître parfois des faits qui sont lourds dans la famille, au travers donc de ce principe. Donc là, on est plus dans, accompagner l'enfant. Vous voyez que tout ne relève pas du parent, même si nous, en tant que parents, de nouveau, ce qu'on a levé, c'était le jugement. Donc c'est mon enfant a vécu une expérience, il est dans une expérience, je ne la maîtrise pas du tout, je ne sais pas ce qui se passe et il a besoin, de retrouver le sens de sa vie et de son équilibre au niveau, par exemple, ici, c'était l'alimentation. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait miracle dans tout. Là, c'est un exemple qui était flagrant et j'en ai plein parce que les enfants se soignent vite à partir du moment où le parent est dans cette reliance, cette coopération. Donc, bien sûr que si, je sais pas, je prends un exemple, papa continue sans cesse à renouveler un traumatisme, on sait bien, mais ça, c'est dans toutes les disciplines, que l'enfant va du coup, on va avoir d'autres processus dans le soin. Ici, je parle vraiment d'un type de soin où le parent est dans la coopération et l'ouverture, hein. Mais écoute, je propose que tu nous donnes un petit peu le mot de la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce Oui. que tu penses qui est vraiment Mmh. euh, peut-être la Alors chose principale à retenir en ce moment pour entrer oui, dans cette démarche? Ouais. alors, le mot de la fin, pour tout ce qui concerne les enfants en tout bas âge, je vais vous inviter à observer les autres mammifères. Et à observer leur qualité de confiance, la confiance d'une mère chat, d'une mère vache, de toutes ces mères, de voir comment elles reconnaissent le son de leurs petits, de comment est leur vigilance dans la vie, de pouvoir capter, simplement méditer, c'est-à-dire de capter en observant ces animaux pour que vous retrouviez cet instinct d'écoute de votre propre enfant. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est d'accepter qu'à chaque fois que votre enfant va prendre en autonomie, donc ramper, marcher, parler, la voix, la période du non, et ainsi de suite, l'enfant grandit en autonomie et donc votre périmètre de liberté augmente. Donc l'autorisation d'aller plus loin, sa vue va d'ailleurs avoir envie d'aller plus loin et de vivre dans l'univers le plus adapté possible du coup pour lui. Ça, c'est la suite. Et donc, je fais confiance en mon enfant, ça ne veut pas dire je ne fais pas attention à mon enfant. C'est j'ai foi en sa capacité de vigilance. Et au plus j'aurai foi en sa capacité de vigilance, au plus l'enfant va développer sa confiance en lui. Voilà, je pense que ça, c'est le résumé d'aujourd'hui. En tout Et cas, donc, bienvenue ouais, je dans trouve tes ça un conseil magnifique. J'adore cette image et ça me donne envie de sortir et super, d'aller Sanita, je courir te un peu. remercie. Ouais, ouais, ouais. Merci Voilà. beaucoup. C'était Mais je me très, très... réjouis voilà, Oui, qu'on parle de la suite parce qu'il y a tellement à dire. oui, il y aura des suites. Oui, oui, il C'est y aura des suites. fascinant. Ah oui, merci à tous, merci à toi et belle journée. Oui, au revoir, Sarah. Au revoir.